La série commence par une nuit pluvieuse, nous emmenant à la secte du Serpent Noir. Alors qu'un homme se dirige vers l'entrée, un éclair frappe, illuminant les innombrables ennemis devant lui. On peut sentir la peur qui émane d'eux alors qu'il crie que le héros sans nom est là et qu'ils doivent le tuer. Il commence à le charger. Alors que les plus proches bondissent droit sur lui, leurs lames s'abattent comme la pluie elle-même, et il saisit rapidement sa lame et la balance. Un seul coup fauche la moitié des hommes devant lui, qui s'effondrent. Il regarde autour de lui, se demandant ce qu'ils vont faire ensuite. Réalisant qu'une bataille frontale n'est pas le meilleur choix, il commence lentement à l'encercler. Mais bien sûr, c'est aussi une entreprise vaine, car il fonce en avant, et tous ceux qui se trouvaient à sa portée sont tués en un instant. Il comble la distance vers la partie la plus faible de l'encerclement et resserre sa prise sur son épée avant de foncer à travers, fendant l'air devant lui. Alors qu'il avance, un des hommes profite du fait qu'il ne lui fait pas face et comble rapidement la distance, levant sa lance en l'air et riant, disant qu'il le tient maintenant. Alors qu'il s'apprête à frapper l'arrière de son crâne, une lumière bleue vive apparaît à la place, comme si elle distordait la réalité, et tranche, fendant la moitié de la tête de ce type. Répandant sa cervelle dans l'air, il se demande comment il a pu la voir même par derrière. Le héros sans nom lui jette un regard avant de continuer son chemin dans la nuit. Finalement, un silence de mort s'installe. Tout ce que nous voyons, ce sont des cadavres jonchant le sol, créant une mer de corps autour de cet homme. À l'intérieur de la secte, nous voyons un homme plus âgé qui attend. Ce doit être le chef, car il porte l'uniforme du Serpent Noir. Il attend patiemment jusqu'à ce que la foudre frappe, et que le héros sans nom se tienne maintenant devant lui. Réalisant que son heure est venue, il dit qu'il doit être celui qu'on appelle le héros sans nom. En le regardant, il veut savoir pourquoi il cache son identité. L'homme répond que c'est parce qu'il n'est pas un héros. L'aîné demande, s'il n'est pas un héros, alors pourquoi a-t-il assassiné les membres de la secte du Serpent Noir? Le héros sans nom dit que ce n'est tout simplement pas ce qu'il est, et nous le voyons sourire derrière son masque. L'aîné réalise ce qui s'est passé et rit, en disant qu'il a trompé tout le monde. Il dit qu'il n'a jamais trompé personne. Ils ont simplement choisi de croire ce qu'ils voulaient. L'aîné le trouve intéressant, disant qu'il a l'impression de pouvoir traverser la rivière des morts aujourd'hui sans le moindre regret. Et qu'il soit le héros sans nom ou non, il est là pour le tuer de toute façon. Alors qu'ils commencent tous deux à se préparer, libérant leur aura, ils attendent que le premier fasse un mouvement. Alors qu'une seule goutte de pluie s'écrase devant eux, ils prennent cela comme signal de départ, et foncent l'un sur l'autre. Tout ce que nous entendons, ce sont leurs épées qui s'entrechoquent encore et encore, résonnant comme des coups de feu. Finalement, le héros sans nom sort de la secte, son épée dégoulinant de sang. En redescendant les marches, il ramasse son fourreau. Alors que l'éclair frappe, il rengaine sa lame avec un sourire aux lèvres. Je ne sais pas si cela se passe avant ou après la scène que nous venons de voir, mais cela nous amène à la secte du Mont Hua. Alors qu'une fleur de prunier tombe dans le sang, nous voyons des hommes monter les escaliers, passant devant tous les cadavres des membres de la secte du Mont Hua. Il y a toute une armée qui se dirige vers le sommet. Un moine commence à prier, disant que penser que le Mont Hua qu'il a connu finirait ainsi. Il recommence ses prières. Deux autres aînés disent que c'est l'œuvre d'un démon, demandant qui ferait une chose pareille. L'un des aînés leur dit à tous d'attendre, quelqu'un arrive. Un homme sort lentement de l'entrée en boitant et peine à marcher, disant que le Mont Hua a été anéanti. Ils sont surpris de voir un maître épéiste de la fleur de prunier encore en vie, et avec des larmes de sang, il leur dit que tout a été fait par une seule personne. Avant qu'un coup d'épée en croix ne jaillisse, les aînés et les autres réalisent qu'ils doivent rester sur leur garde. Alors que les morceaux des cadavres voisins commencent à voler, le groupe se met en garde. Alors que la poussière commence à retomber, il voit le maître épéiste de la fleur de prunier tomber en morceaux. L'aîné hurle, lui disant de se montrer à l'instant. Il sort, portant une tête, et commence à nommer toutes les sectes présentes. Il y a les Shaolin, les Wudong, les Guangcheng, et les Nangung. Il dit qu'ils ont certainement rassemblé une sacrée foule. Bien sûr, c'est le héros sans nom que nous avons vu auparavant. Ils lui disent de la fermer, demandant qui il est et pourquoi il a commis un tel massacre. Il dit qu'il est venu parce qu'il a entendu dire qu'il était les plus forts. Il balance sa main, jetant la tête du chef de la secte au sol, et dit qu'il semble que ce n'était que des rumeurs infondées. Les autres sont horrifiés, et l'homme pointe sa lame vers eux, disant que puisqu'ils se sont tous rassemblés ici, il suppose qu'ils sont plus forts que le Mont Hua. L'aîné de la secte Wudong hurle de rage, et les autres aînés partagent son sentiment, disant qu'ils le tueront sur le champ pour apaiser les âmes du Mont Hua. Alors qu'ils volent vers lui, il dit que c'est bien ce qu'il pensait. Cet endroit est vraiment amusant. Alors qu'il meurt, nous voyons que ce n'était rien de plus qu'un jeu de réalité virtuelle pour lui. Il enlève son casque et expire, disant qu'une attaque coordonnée d'autant de personnes est peut-être encore trop pour lui. Il regarde le jeu, qui s'appelle Murom Online. C'est un jeu de réalité virtuelle récemment développé, et en raison de sa violence extrême avec des bains de sang et des démembrements réalistes, le jeu a été inondé de mails de protestation pour le faire fermer. Mais pour lui, il n'y a vraiment aucun jeu comme celui-ci. Il dit qu'il essaiera une approche plus discrète la prochaine fois. En regardant les informations, il est mentionné que le PDG d'une grande entreprise a disparu.
L'homme dit qu'assassiner certains des chefs semble aussi être un bon choix. Dans une pièce, nous entendons un homme marmonner pour être épargné. Il prend la parole et les supplie d'épargner sa vie, et l'homme se retourne en disant qu'il l'avait en fait oublié. Il ramasse son marteau et s'approche. Alors que l'homme supplie pour sa vie, quand il lève les yeux, nous voyons que ce n'est autre que le PDG qui était aux informations. L'homme pose le marteau sur ses épaules en s'accroupissant. Il se met juste devant son visage, lui demandant pourquoi il l'épargnerait tout en lui saisissant les joues. Il dit qu'il ne sait pas pourquoi il l'a kidnappé, mais qu'il n'a rien fait. L'homme jette un tas de photos par terre devant lui, et nous voyons que le type est un violeur et meurtrier en série. Il lui demande comment il a pu faire ça, et l'homme répond que s'il n'avait vraiment rien fait, il ne serait pas devenu sa proie. Le PDG crie qu'il réfléchit à ses actions, suppliant d'être épargné. Il l'attrape par les cheveux, disant qu'en ce qui concerne la phrase « épargne-moi », il en a vraiment marre de l'entendre. Alors qu'il s'apprête à abattre le marteau, le PDG réalise que c'est sa chance et crie en chargeant, frappant l'homme à l'estomac. Il l'envoie glisser à travers la pièce. Le PDG utilise sa force brute pour se libérer des serre-câbles et commence à le traiter de fil de pute. Maintenant qu'il tient le marteau, il lui dit qu'il est un homme mort. L'homme le regarde et se met à sourire. Alors que le PDG bondit sur lui, l'homme esquive l'attaque. Le PDG réalise qu'il a fait une erreur alors que l'homme arme son poing et le frappe en plein dans le flanc. Le PDG crache du sang avant qu'un coup de pied n'arrive et que l'homme ne le frappe en plein visage. Le PDG tombe à la renverse sur le sol et essaie de ramper pour s'éloigner, en disant qu'il ne veut pas mourir. L'homme explique que la plupart des humains sont des herbivores. Parmi eux, un petit nombre de carnivores attaquent et chassent les plus faibles qu'eux pour les dévorer. Alors que le PDG recule contre un mur, il sent un courant d'air glacial et regarde à l'intérieur, voyant un congélateur plein de cadavres. L'homme explique qu'il est le chasseur de ces carnivores. Le mec est juste un Dexter Morgan coréen. Le PDG crie, lui disant de rester à l'écart, le traitant de fou. La porte est défoncée. Alors que la police envahit le bâtiment, il lui ordonne de ne pas bouger. L'inspecteur nous apprend que l'homme s'appelle Dong Bong-so. L'inspecteur dit qu'il l'arrête pour enlèvement, séquestration et meurtre. Bong-so a l'air surpris, demandant comment la police a bien pu trouver cet endroit. L'inspecteur tire une balle, disant qu'il lui a dit de ne pas bouger et que ce sont des balles réelles. Bong-so regarde le trou de balle dans le mur et le groupe de policiers devant lui. Il pense que c'est similaire au jeu. Il rit, demandant s'ils ont la moindre idée de qui est ce type. Il dit que ce salaud a tué 6 femmes, les a torturées, a pris des photos et a apprécié chaque instant. Tous les cadavres à côté de lui sont pareils, tous des meurtriers. Ces gens sont des bêtes qui chassent des innocents, et il est le chasseur qui les attrape. Et celui sur qui il devrait tirer n'est pas lui, mais ce salaud. L'inspecteur allume une cigarette, demandant si c'est vraiment le cas, mais à ses yeux, tout ce qu'il voit, c'est un tueur psychopathe qui kidnappe et assassine des gens. Bong-so le fixe, disant qu'il suppose qu'il ne peut pas communiquer avec la police. Il resserre sa prise sur sa masse. L'inspecteur crie, lui ordonnant de ne plus bouger en pointant son arme sur lui. Bong-so frappe quand même. Le coup de feu part. Alors que la balle vole vers Bong-so, il dit que s'il y a une prochaine fois pour lui, il espère qu'il y aura plein de bêtes qu'il pourra tuer sans souci. Un endroit comme le mur où il était. Alors que la balle traverse son crâne et se loge dans le mur, sa conscience commence à s'estomper. Mais il se réveille en haletant, demandant ce qui se passe. Il entend un homme dire qu'il était sûr qu'il était mort, mais qu'il soit encore en vie est surprenant. Puis il l'attrape par le col, agacé, demandant s'il a la moindre idée de la difficulté qu'il a eu à le traîner depuis le marché, disant qu'il devrait juste le tuer pour de bon maintenant. Il le jette à travers la pièce, en disant qu'il le verra demain. Bong-so réalise qu'il doit se sortir de cette situation et attrape une pierre à proximité. Alors qu'il se lève, une douleur musculaire intense le frappe, et il s'effondre. En regardant ses mains, il réalise que quelque chose ne va pas. Il commence à avoir des sueurs froides en enlevant sa robe et réalise que le corps dans lequel il se trouve n'est pas le sien. Son corps est couvert de cicatrices qu'il ne reconnaît pas. Il regarde par la fenêtre et voit l'architecture, et maintenant il le sait. Il est maintenant dans le mur-homme. Il fixe le vide un instant, puis se prend le visage, se recroquevillant, pleurant des larmes de joie tout en retenant son sourire. Il dit que son vœu s'est enfin réalisé. Le système lui souhaite la bienvenue, en disant que c'est le monde des vraiment forts. Ce n'est autre que Murom Online, et il se met à rire comme un fou. Les souvenirs du corps original commencent à affluer dans sa tête. Alors que nous le voyons dans l'étable en train de nettoyer une des stalles, il s'occupait de ses affaires jusqu'à ce que la porte soit défoncée. Un homme lui crie dessus. Nous apprenons que le nom du corps est Sosam. Sosam salue l'homme en l'appelant Seigneur Makal, et celui-ci lui dit qu'il a un nouveau travail pour lui, et qu'il doit le suivre immédiatement. Sosam demande s'il veut dire tout de suite, car il n'a pas encore fini de nettoyer les écuries. Makal l'attrape par la bouche, disant qu'il ne lui demande pas une faveur, et que le clan d'Henri permet à un orphelin bègue comme lui de manger et dormir ici, donc il a dû oublier sa place. Nous voyons que les yeux de Sosam sont pratiquement morts à l'intérieur. En ville, nous voyons l'homme qui avait attrapé Bong-so plus tôt avec Sosam, et nous apprenons que son nom est Dongo. Dongo dit qu'il sait ce que c'est,
et que frère Makal est encore à l'auberge aujourd'hui, en train de boire un verre. Le propriétaire de la forge dit que cela n'a pas d'importance, demandant s'ils ne sont venus que tous les deux, car il sera difficile pour eux de déplacer les armes. Dongo rit, lui demandant s'il ne le voit vraiment pas, et frappe Sosam à l'estomac, disant qu'ils ont une assez bonne bête de somme juste ici. Alors que Sosam tombe au sol, Dongo lui demande ce qu'il croit faire, lui ordonnant de se lever et de commencer à déplacer les armes. Dongo tape dans ses mains, disant que maintenant qu'il y pense, il a aussi un rendez-vous à l'auberge aujourd'hui. Et il semble que Sosam va devoir faire du travail supplémentaire, et il partira le premier. Le forgeron est troublé, mais ne peut rien dire alors que Sosam peine à rapporter les armes. Nous voyons le sac commencer à se déchirer avant de s'ouvrir complètement, le faisant tomber au sol. Il parvient à tout rassembler et le traîne jusqu'au pavillon. Après l'avoir déposé, il retourne à la forge pour prendre la prochaine charge. Sors-toi la tête du caniveau, espèce de taré. Oui, je te parle. Le forgeron dit qu'il a fait du bon travail, mais qu'il devrait se reposer car son teint est terrible, comme s'il était sur le point de mourir. Sosam lui dit qu'il va bien et continue de le traîner. Sosam se demande s'il veut vraiment prolonger cette vie pathétique d'insecte. Il heurte l'épaule de quelqu'un, et quand il lève les yeux, l'homme lui crie de dégager de son chemin. Sosam s'excuse avant de se prendre un coup au visage. Il se demande où tout a mal tourné, se disant que c'était peut-être quand sa famille est morte dans la tempête et qu'il a été le seul survivant, ou quand il a frappé à la porte du clan d'Henri juste pour survivre. Alors qu'il est allongé là, recroquevillé, il ne cesse de répéter qu'il a froid, suppliant d'être sauvé. Il s'apprête à dire ce que cela pourrait être d'autre, mais nous ne l'entendons pas. Alors que Bongso ouvre les yeux après que tous les souvenirs se soient déversés en lui, il peine à se redresser et se traîne jusqu'à l'un des abreuvoirs pour chevaux, en se disant que le nom de ce gamin est Sosam. Il se retourne et lève les yeux vers l'étable, en disant que cela semble être exactement celle de ses souvenirs. Cela signifie que le vrai Sosam a été battu à mort, et qu'il a pris possession de son corps. Puis il remarque quelque chose. Quand il regarde, il voit une fenêtre de statue. Il dit que c'est en fait celle de Murom Online. De retour en ville, nous voyons Makal portant un bol de nourriture. Il demande s'il est le seul de tout le clan capable de nettoyer la merde de cheval. Il dit que si Sosam avait fini son travail, il aurait dû rentrer directement chez lui, demandant pourquoi il a dû tomber sur quelqu'un comme Dorion, un psychopathe. Il a même envoyé Dongo avec lui par précaution. Alors pourquoi un homme comme lui doit-il nettoyer la merde d'un idiot? Il hésite à le tuer lui-même pour se débarrasser de ce problème, mais réalise que le risque est trop élevé. S'il se fait prendre, sa tête finira sur le billot. Il défonce la porte, le traitant d'inutile, demandant pourquoi il est resté en vie juste pour lui compliquer la vie. Alors qu'il jette le bol de nourriture, celui-ci roule sur le sol, et Bongso lui sourit, disant que cela fait maintenant 2 semaines qu'il s'est réveillé ici. D'après ce qu'il a appris de Makal et du monde extérieur, la situation est la suivante. Premièrement, les gens ici utilisent des hanja, mais ce n'est pas la Chine, et la raison est qu'il existe des techniques martiales qui n'existaient que dans les films et les romans. Les gens volent dans les airs et peuvent se déplacer plus vite que l'œil ne peut suivre. Alors qu'il regarde les membres du clan d'Henri s'entraîner, il dit qu'en ce lieu, ces arts martiaux sont une réalité. Deuxièmement, il a la fenêtre du système, et pour être précis, pour une raison quelconque, la fenêtre de statut de Murom Online fonctionne, mais lui seul peut la voir. Au début, il pensait que ce n'était qu'un jeu à cause des fenêtres, mais il peut dire que ce n'est rien d'autre que la réalité. Chaque personne ici a ses propres émotions. Ils sont vivants et bougent, et il se demande s'il est un humain ou un joueur. Il ferme la fenêtre après avoir entendu le gros cul de Dongo, qui dit de le regarder mener la belle vie pendant que quelqu'un d'autre s'est fait botter le cul et punir à cause d'un idiot. Et il l'a certainement fait attendre. Dongo le fixe jusqu'à ce que Bongso se lève. Il attrape le bol et commence à boire. Dongo rit et lève la main pour le frapper, en disant qu'il va vraiment le tuer. Au lieu de cela, Bongso regarde le bol, le brise, et attrape un fragment. Avec le fragment cassé, il tranche la gorge de Dongo. Alors que Dongo ne voit que du sang, il se tient la gorge en sang, et Bongso lui dit que le gamin qu'il connaissait est mort depuis longtemps. Alors qu'il s'étouffe avec son propre sang, Bongso le poignarde en plein dans l'épaule. Dongo commence à hurler de douleur. Il retire le fragment, le lève une fois de plus, et le plante à nouveau dans sa gorge. Il continue de le poignarder encore et encore jusqu'à ce qu'il soit entièrement couvert de sang, recouvrant toute la section de l'écurie, à tel point qu'il commence à pleuvoir du sang. Bongso dit que le sang est chaud, et peu importe qu'il soit un humain ou un joueur, ça n'a pas d'importance. Il sait avec certitude que cet endroit est maintenant la réalité. Il dit qu'il peut sentir la grande loi de ce monde émaner à la fois de Dongo et de Makal. La loi de la jungle, la survie du plus apte. Si c'est ici, il n'a pas à cacher sa vraie nature. Il peut chasser à sa guise car des gens comme eux, ou plutôt des carnivores plus forts et encore plus monstrueux, erront librement dans cette jungle qu'il appelle le Murim. Il regarde son poignet, enflé juste parce qu'on l'a attrapé, et dit que dès que son corps sera rétabli, la chasse recommencera. Il sourit. Il a hâte de rencontrer des proies encore plus fortes,
et de trouver enfin de vrais prédateurs ici, dans son nouveau monde, le Murim. Quelque temps plus tard, Bong-so est assis là, fixant le cadavre de Dongo, et il y réfléchit. Il dit que normalement, un type comme ça ne vaudrait même pas la peine d'être chassé, mais il y a quelque chose qu'il doit vérifier. Alors qu'il regarde toujours le cadavre, il ouvre son inventaire et dit que quelque chose est différent. Dans Murim Online, l'inventaire était un système de grille où un objet occupait une case, mais cet inventaire n'est qu'un immense espace ouvert. L'intérieur est si vaste qu'il ne peut qu'estimer qu'il fait quelques centaines de mètres carrés. Il regarde le cadavre de Dongo et garde son inventaire ouvert, disant que c'est comme ça que ça fonctionnait dans le jeu. Il met sa main directement au-dessus de la tête de Dongo, en disant ranger dans l'inventaire. On dirait que la réalité elle-même est déformée, car même tout le sang à proximité est complètement aspiré dans l'inventaire, nettoyant toute l'écurie de la scène de meurtre qui vient d'avoir lieu. Il est surpris, disant que pour que quelque chose d'aussi massif disparaisse en un instant, c'est incroyablement utile, et il peut certainement s'en servir. Il se demande ensuite s'il peut y mettre des êtres vivants, et si c'est le cas, s'ils resteront en vie. Il dit qu'il devra certainement faire des expériences pour découvrir ce qui se passera. Quelque temps plus tard, il sort et balaie devant les écuries. Il écoute les conversations des gens, essayant de recueillir plus d'informations. Le repère par derrière et s'approche rapidement de l'arrière de sa tête, lui donne une énorme claque et le traite d'idiot, disant qu'il a entendu dire qu'il était devenu muet. Bong-so fait semblant de rien et commence à marmonner. Maka lui dit qu'il ne devrait pas traîner ici et désigne l'un des chevaux, lui ordonnant de le sortir pour une promenade. Une fois de plus, Bong-so marmonne, et Makal retient sa frustration, se demandant ce qu'il est censé faire avec un gamin qui ne peut même pas parler correctement. Bong-so emmène le cheval en promenade et commence à regarder la ville, pour se familiariser avec les lieux. Il aperçoit des enfants dans une ruelle, et l'un d'eux lui lance une pierre droit sur la tête. La pierre le frappe, et il commence à saigner. Il commence à se moquer de lui parce qu'il ne peut même plus parler, le traitant de muet encore et encore. Bong-so fixe l'un des enfants, se demandant s'il devrait le tuer sur le champ. L'enfant a si peur qu'il se frotte les yeux, se demandant s'il a la berlue. Bong-so fait à nouveau le muet et continue de s'éloigner. L'enfant ramasse une autre pierre et la lance. Et ils se mettent tous à se moquer de lui, le traitant d'idiot sans arrêt pendant qu'il s'éloigne. Quelque temps plus tard, Makal réapparaît, disant que quelqu'un comme lui ne devrait pas être coincé à nettoyer des armes. Tout ça, c'est à cause de ce salaud de Dongo qui ne s'est pas montré depuis des jours, et il se demande s'il n'est pas tombé raide mort quelque part. Bong-so sort de l'armurerie. Makal lui demande ce qu'il faisait là-dedans, pour être surpris de voir que c'est impeccablement propre. Il lui demande s'il a vraiment fait tout ce travail pour lui, et Bong-so se met à hocher la tête. Makal dit qu'il a failli mourir il y a quelques semaines, et que maintenant c'est une personne complètement différente. Il est rapide, efficace, et il fait des choses qu'on ne lui a même pas demandé. Il est enfin devenu un être humain décent. Bong-so montre un sac de pièces qu'il a, et le tend à Makal, qui est surpris. Makal rit, disant qu'il a enfin compris comment le monde fonctionne, et lui dit de continuer comme ça en s'éloignant. Bong-so laisse tomber la comédie, prêt pour son plan. Dans la rue, Makal jette le sac en l'air, disant que So-sam est un tel idiot de ne pas savoir qu'il paie pour son propre enterrement. Il dit qu'il est temps d'être un peu plus souple car ses poches sont pleines aujourd'hui, et qu'il ira voir une escorte plus chère cette fois. Dehors, un des hommes l'accueille. Makal dit à l'homme de faire venir Ko-sun. L'homme dit bien sûr, et qu'il amènera Ying-Ying immédiatement avant de se corriger, demandant s'il a bien dit Ko-sun. Makal répond que c'est exact. L'homme le regarde d'un air dubitatif. Makal lui dit de vérifier par lui-même, car il a l'argent ici. L'homme lui dit d'aller dans la dernière chambre du deuxième étage et qu'il l'amènera immédiatement. Pendant que Makal est assis là à attendre, on frappe à la porte. Ko-sun dit qu'elle entre. Une fois qu'elle est entrée, Makal dit qu'elle est à un tout autre niveau que Ying-Ying. Il lui dit de s'asseoir, et elle commence à lui servir à boire. Makal commence à la complimenter jusqu'à ce qu'il la force à se rapprocher. À travers un judas, nous voyons que Bong-so observe toute la scène, attendant le moment de frapper. Mais nous voyons une scène qui s'est passée un peu avant. L'homme a regardé Makal entrer dans l'auberge, disant qu'il a vraiment choisi une fille qui pourrait être sa fille. C'est dégoûtant, mais il regarde l'argent, en disant qu'au final, c'est tout ce qui compte. Bong-so fait alors son apparition. Le type le reconnaît, demandant à So-sam ce qu'il fait ici. Il s'approche de lui, disant qu'il sait qu'il est muet, mais veut savoir s'il est même conscient de l'endroit où il se trouve, lui disant de dégager sur le champ, avant qu'il ne le vire de force. Bong-so lui tend alors un grand sac d'argent. Le type est un peu hésitant, se demandant si c'est vraiment de l'argent ou non. Et quand il l'ouvre, il voit des pièces et est surpris. Il dit que s'il attend dans l'avant-dernière chambre du deuxième étage, il lui amènera Ying-Ying tout de suite. Bong-so entre alors, et nous voyons qu'il est prêt à régler ses comptes. Bong-so se faufile dans la chambre de Makal après qu'il ait terminé ses affaires. Makal se vante, disant qu'il en a encore sous le pied. Bong-so passe les bandages de son bras autour de la gorge de Makal et les serre rapidement. Makal commence à tousser et à s'étouffer, essayant de son mieux de les retirer. Il commence à se débattre,
réalisant que ça ne marchera pas. Il lève les yeux, se demandant quel genre de salaud lui fait ça. Il lui donne un coup de tête dans une tentative désespérée de s'échapper. Même si Bong-so commence à tomber, comme les bandages sont enroulés autour de sa gorge, il entraîne Makal au sol avec lui. Il garde les yeux concentrés et commence à serrer plus fort. Tandis que Makal fait de son mieux pour s'en sortir, il agite les bras et donne des coups de pied jusqu'à ce que ses mouvements deviennent de plus en plus lents. Bong-so commence lentement à sourire alors qu'il profite de chaque minute, trouvant exaltant de voir la vie s'échapper des yeux de Makal. Finalement, il devient flasque, et Bong-so se sent complètement satisfait de ce qui vient de se passer. Allongé sur le sol, Bong-so regarde et aperçoit Ko-sun couché sur le lit. Il se lève et s'approche lentement d'elle. Il reste assis là à y réfléchir. Il la regarde et peut dire que c'est une herbivore, sans la volonté ni la force de se protéger. Il retourne au Judas dans le mur et regarde à travers. Il ouvre son inventaire, et je vais devoir flouter ça, car ils sont en plein débat. Il dit que c'est une bonne chose qu'il se soit entraîné à utiliser son inventaire, et que ce sera sûrement d'une grande aide pour ses futures chasses. Il jette un coup d'œil à la fenêtre de statut, disant que c'est exactement comme il s'y attendait. Nous voyons qu'il a gagné des points d'expérience, et qu'il est en voie de monter de niveau. Il dit que tuer des gens dans ce monde lui donne des points d'expérience, et qu'avec assez de points, il peut monter de niveau, ce qui le rendra plus fort. Ses yeux se mettent à briller car il comprend maintenant ses possibilités. Il dit qu'être plus fort facilitera la chasse, et si la chasse devient plus facile, il pourra gagner de l'expérience plus vite. Cela signifie que dans ce monde, il va devenir infiniment fort. Il se souvient alors qu'il est assis sur le cadavre de Makal. Il joint ses doigts, le regardant, et dit que c'est dommage qu'il n'ait pas d'appareil photo. Dehors, devant sa chambre, nous voyons l'homme qui attend. Ying accourt, demandant s'ils sont à l'intérieur. Le type dit qu'elle a mis trop de temps, lui disant de se dépêcher et d'entrer. Il dit que même s'il est muet, il reste un client qui paie. Elle est d'accord et s'excuse, disant qu'elle est un peu en retard. Le type s'énerve, se demandant pourquoi Makal n'a pas encore fini, et se demande s'il essaie de faire un gosse ou quelque chose du genre. Il s'éclaircit la gorge et frappe à la porte, disant à Makal que trop de temps s'est écoulé et disant à Ko-sun de sortir aussi. Il n'y a pas de réponse. Il s'énerve, demandant s'il l'ignore vraiment. Il commence à crier, mais est interrompu par Ko-sun qui hurle à plein poumon. Il ouvre rapidement la porte, demandant ce qui s'est passé. On la voit lever les yeux, horrifiée. Quand l'homme lève les yeux à son tour, son cœur s'arrête, et il tombe par terre. Le cadavre de Makal est pendu à l'une des poutres de la pièce. Nous en apprenons plus sur l'endroit où il se trouve. Il est situé à Anhui, et le fleuve Yangtze le traverse en son centre. Ce vaste bassin est une plaque tournante du commerce et des échanges depuis les temps anciens. Là où l'argent circule, les voleurs et les voyous suivent forcément, et alors que les bandits et les sectes maléfiques commençaient à prospérer, de nombreux clans se sont levés pour défendre la justice du Murim et les ont chassés. Les plus importants étaient le clan Nangung, l'une des 5 grandes familles et seigneurs incontestés des Anhui, ainsi que le clan d'Henri. Bien que le clan d'Henri ne puisse être comparé au Nangung, il possède la force de combat spécialisée de la famille, la division de l'épée céleste. Avec son groupe de renseignement et de maintien de l'ordre, l'escouade du Corbeau Noir, sa réputation est devenue bien connue dans tout la nuit. Les capacités de collecte d'informations de l'escouade du Corbeau Noir en particulier sont si formidables que même la secte des mendiants, qui serait insultée d'être qualifiée de deuxième meilleure en matière d'information, doit admettre que l'escouade du Corbeau Noir du clan d'Henri est supérieure sur cet aspect, du moins en Anhui. Récemment, cette même escouade du Corbeau Noir a été aux prises avec une nouvelle affaire. On voit un homme s'incliner devant quelqu'un d'autre qui lit un parchemin. On nous présente le chef nommé Geodaio. On l'informe d'un autre suicide. Il dit qu'au cours des derniers mois, près de 100 personnes se sont suicidées. Il y a toujours eu des suicides, mais c'était 1 ou 2 par mois au maximum, et jamais autant. Quelque chose est vraiment étrange, mais le plus étrange de tout, c'est à quel point les cas sont parfaits. Les preuves et les circonstances de chaque cas indiquent sans équivoque un suicide, mais il ne sait pas si c'est possible. On dit à Daio que l'affaire s'est produite dans une auberge locale. Daio dit qu'il devrait y aller, mais l'homme lui dit qu'il n'est pas nécessaire que le chef d'escouade s'y rende en personne. Daio dit qu'il doit le voir de ses propres yeux. Il se dirige directement vers l'auberge et demande au propriétaire si c'est la chambre. Le propriétaire répond que oui. Lui et Ko-sun l'ont trouvé pendu au chevron dans cette même pièce. Daio dit que si, d'une manière ou d'une autre, cette épidémie de suicide est en fait une série de meurtres. Il veut savoir comment le coupable est entré dans la pièce pour tuer Makal. Il regarde toute la pièce et se rend compte qu'elle est assez solide, car il n'y a aucun moyen pour un coupable d'entrer sans être vu. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule possibilité. Il s'approche du mur mitoyen de l'autre pièce, regarde la fissure et dit que si ces rondins étaient retirés, cela offrirait un passage libre. Le problème, c'est qu'il peut voir qu'ils n'ont pas été retirés. Il demande au propriétaire s'il y a un moyen d'enlever les rondins sans enlever le toit. Le propriétaire dit, bien sûr que non. Ils sont encastrés dans des rainures dans les poutres du plafond et du sol, et on ne peut absolument pas les retirer sans enlever les poutres d'abord. Nous voyons Daio devenir anxieux,
se demandant si c'était peut-être un suicide. Il demande si quelqu'un était dans la chambre d'à côté quand Makal est mort. Le propriétaire dit qu'il y avait un autre client dans cette chambre, et qu'il est arrivé à peu près au même moment que Makal. Dayo demande qui c'était, et on lui répond que c'était So-Sam du clan d'Henri. On voit Bong-So marcher dans les rues avec un cheval. Il regarde ses points d'expérience, disant qu'il en a obtenu plus de l'homme qu'il a tué l'autre jour que de ceux qu'il a tués précédemment. Ce qui signifie que cet homme devait être un artiste martial. Et tuer quelqu'un de plus fort que soi donne une plus grande quantité de points d'expérience. Cependant, s'il affronte un véritable artiste martial, il perdra certainement. Même le plus faible guerrier du clan d'Henri est plus fort que lui. Il a besoin de proies qui peuvent combler le fossé entre les roturiers et les artistes martiaux, tout comme celle qu'il a tuée l'autre jour. Dans une ruelle, des hommes commencent à l'interpeller, disant qu'ils ne l'ont pas vu depuis un certain temps, et qu'il devrait venir saluer ses aînés quand il les voit. Il lui demande s'il leur fait vraiment la tête. L'un d'eux s'approche, disant qu'il est impossible que leur petit So-Sam fasse ça. Bong-So se demande si ce sont des voyous, mais se dit que peu importe à quel point So-Sam était un perdant, il est toujours membre de leur clan. Alors, a-t-il vraiment vécu sa vie en se faisant marcher dessus par des racailles comme ça? L'un des hommes lui tire les cheveux, lui demandant s'il les ignore exprès. Et si c'est le cas, on dirait qu'ils ont besoin d'avoir une petite discussion. Alors qu'il le traîne, lui et son cheval, dans la ruelle, Bong-So pense qu'il pourrait peut-être les tuer tous ici et faire passer ça pour un suicide. S'il met les corps dans son inventaire et les jette ailleurs, ce serait peut-être possible. Mais faire une scène ici est risqué. De plus, il ne gagnerait pas beaucoup d'expérience en les tuant, donc il va encaisser les coups pour l'instant et s'en débarrasser plus tard. Un homme arme son poing, disant qu'il est moins maigrichon que la dernière fois qu'il l'a vu, et qu'il a probablement bien mangé. Un autre homme lui dit d'arrêter, disant qu'il lui avait dit de l'amener gentiment. Cet homme semble un peu effrayé. Nous apprenons qu'il s'appelle Django. Bong-So se demande qui il est. Django dit qu'il a un beau cheval, lui disant que le chef de leur société noire est complètement fou de chevaux, et qu'il pensait le lui offrir en cadeau. Django demande ce que Bong-So a à dire à ce sujet, souriant car il sait qu'il ne peut pas dire non. Bong-So réalise qu'avec une intention meurtrière aussi flagrante, c'était le but depuis le début. Il prévoit de le tuer et de prendre le cheval, mais il se trouve qu'ils ont choisi la mauvaise personne comme proie. Django dit qu'il semble avoir beaucoup de choses en tête, mais qu'il ne posera pas deux fois la même question. Bong-So lui dit alors de le tuer, car à quoi bon se répéter? Le gros tas d'avant a l'air choqué qu'il puisse parler. Bong-So lance un coup droit vers la gorge de Django, ouvre son inventaire et invoque une dague qui en jaillit. Il le frappe en pleine gorge, lui infligeant une blessure mortelle. Django demande comment? Bong-So lui saisit le côté de la tête, et nous voyons une lumière très vive apparaître directement de Bong-So, ainsi qu'une explosion massive qui envoie des débris volés partout dans la ruelle. Et il commence à dire que cette merde, c'est de la sorcellerie, mais nous voyons qu'il est maintenant passé au niveau 2. Et le gros tas d'avant lève les yeux avec horreur alors que Bong-So s'approche lentement d'eux, libérant une telle intention meurtrière que tout ce qu'ils voient est un démon qui marche vers eux. Ils se mettent à crier, disant qu'ils doivent le tuer maintenant avant de mourir.